Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a terminé enfin le mois d'octobre, qui a été positif sur Bitcoin, mais pas sur toutes les crypto-monnaies. Et si je vous disais que le mois de novembre va être tout aussi intense? Intense en émotion, parce que nous avons en effet les élections américaines, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments sur la macroéconomie qui nous indiquent qu'on va avoir un déversement de liquidités dans les assets à risque, dont Bitcoin fait partie. Mais pas que, et je vais vous expliquer ça pas à pas. Mais il faut comprendre que le mois de novembre et les jours qui arrivent vont être certainement très volatiles et qu'il va falloir être préparé à ce qui va se passer, parce que ça va être violent, violent émotionnellement, violent en termes de prix, de volatilité, et il va falloir être armé de patience, et ça va être vraiment, je pense, l'élément marquant de novembre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et si ça vous intéresse, je fais aussi une newsletter gratuite dans laquelle vous retrouvez l'essence même de la crypto dans votre boîte mail plusieurs fois par semaine. En commentaire, en description, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen de vous tenir informé facilement, et on vous donne le maximum de valeur toutes les semaines. Bon, on attaque notre analyse, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de macroéconomie, je vais essayer de faire le plus simple possible, et si c'est pas le cas, utilisez les commentaires. Posez-moi des questions sur Twitter, venez sur Discord, globalement, n'hésitez pas, le plus important c'est que vous compreniez ce qui est en train de se passer, et que vous compreniez mon analyse. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est ma vision, et c'est le but de cette chaîne, c'est de vous faire partager ma vision. Bon, clairement, on va pas se le cacher, l'élément le plus important de novembre, ça va être le 5 novembre, ça va être les élections américaines, qui ont toujours été des événements excessivement importants aux USA, dans lequel c'est la fin de l'incertitude. C'est vraiment cette représentation-là. Actuellement, quand on regarde Polymarket qui n'est pas représentatif, hein, qui est une application qui permet de pouvoir donc faire des paris directement en crypto. Bon, c'est Trump qui est en train de partir à la win avec 61%, Kamala Harris 39%. La réalité, c'est que on est quand même plus proche du 50-50. Comme d'habitude, de toute façon, aux USA, on est toujours dans cette idée-là. Mais pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que, clairement, je pense que ça va être très très difficile, ces élections. Que ce soit en termes de victoire, ou que ce soit en termes d'acceptation de la victoire de l'un ou de l'autre. Et ça se voit grandement quand on regarde un petit peu Reuters, on voit quand même le parti pris, hein, on voit Kamala Harris ici, on voit Vote Here, on voit le fait que on a les démocrates qui ont un plan si Trump déclare ses élections, sa victoire au niveau des élections. Bon, et là-dessus, on a Trump Fraud Claims. Bon, voilà, on est quand même sur un parti pris très fort au niveau de Reuters, on le voit très clairement, et bon, après, c'est le jeu aussi, hein, on va dire que on a aux USA une manipulation des médias d'ordre général, que ce soit pour les démocrates ou les républicains, les deux jouent ce jeu-là, hein, et sur X et sur Twitter, on va pas se cacher que c'est très très pro-Trump, parce que nous avons justement Elon Musk qui a investi plus de 110 millions de dollars dans la campagne de Trump, ce n'est vraiment pas rien, et je pense que si Trump gagne, Elon Musk aura beaucoup à gagner derrière. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est de se dire que peu importe qui gagne, on se prépare à des problématiques. Clairement, on voit que si jamais c'est Kamala Harris et que Trump perd, forcément Trump et les Trumpistes vont avoir des actions coup de poing. On se rappellera bien il y a 4 ans ce qui s'est passé lorsque Joe Biden avait gagné. Ça a été compliqué et clairement je pense que le marché est en train de se préparer à ça. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le marché, ce qu'il n'aime pas, c'est l'incertitude. Et plus il y a d'incertitude, moins il y a de prise de risque, parce que justement, le but des gros capitaux, c'est de pouvoir préserver leur valeur. On n'oublie pas, la règle 1, c'est de ne pas perdre d'argent, et la règle 2, c'est de respecter la règle 1. C'est Warren Buffett qui le dit, c'est pas pour rien, je pense qu'il y a un véritable pricing du risque qui se trouve au niveau des élections américaines, mais pas que, qui se trouve aussi au niveau de ce qui se passe sur le Moyen-Orient et sur la géopolitique en général. On sait que l'Iran a annoncé vouloir faire une contre-attaque contre Israël. Israël, là-dessus, a répliqué que eux-mêmes referont une contre-attaque. Bref, le cercle interminable. Je pense qu'il y a des jeux diplomatiques qui sont en train de se faire, et il y a des informations qui circulent comme quoi, certainement, ça aurait lieu avant le 5 novembre, donc avant les élections américaines, avant justement le grand scrutin, et ça pourrait influencer grandement la prise de décision qu'il pourrait avoir. Et surtout, si on a une accélération de l'embrasement au Moyen-Orient, ça pourrait jouer
grandement, non pas sur les élections, mais sur l'application des élections. On rappelle deux choses, c'est que, un, c'est bien d'avoir un nouveau président, que ce soit Kamala Harris ou Trump, mais le président actuel reste Joe Biden, et que si on a une obligation de maintenir le statut politique actuel parce que on a un embrasement à tel endroit, on a une géopolitique qui est compliquée, bah à ce moment-là, ça veut dire que le président élu, ou la présidente élue, ne pourra pas entrer en fonction comme d'habitude, et cette rentrée en fonction se fait en janvier 2025. Gardez-le en tête, parce qu'on va aller le voir tout à l'heure, ça a une implication très forte sur la macroéconomie. Globalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on va avoir beaucoup de volatilité, et que le marché attend la fin de cette incertitude pour pouvoir replacer ses billes sur ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la macroéconomie, et il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. La première, c'est qu'on a eu des chiffres qui sont arrivés cette semaine. Ces chiffres-là, c'est une augmentation de l'inflation, c'est un maintien du chômage 4,1 au niveau d'octobre, ok. Par contre, on a des chiffres étranges, comme par exemple la création d'emplois dans le secteur non agricole, on est à 12 000. Là-dessus, on se pose des questions. Indice des prix à la consommation des ménages, on voit que ça augmente. Donc on a un petit retour d'inflation, on a un PIB qui est en baisse par rapport au prévisionnel, on a derrière de la création d'emplois qui est pas au beau fixe. Bon, on se pose clairement des questions sur oui ou non récession. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se positionne, mais quand on regarde l'évolution, par exemple, du chiffre qui a été sorti, là, les 12 000, sur le prévisionnel qui était à 106, et quand on regarde l'historique, on était à 254, 142, 114, 206, 272. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi de l'instabilité sur le futur économique américain. Ça, c'est rien de nouveau, mais il est important de le préciser, c'est que derrière, on a quand même une triple instabilité. On a l'instabilité économique américaine, mais on va le voir que on a quand même des grosses indications qui nous disent que ça va plutôt bien se passer sur le court terme, plutôt moyen sur le moyen terme, mais ça c'est encore autre chose. On aura le temps d'en discuter longtemps sur la chaîne, et que derrière, cette instabilité économique que l'on pourrait voir comme ça, est plutôt positif aux assets à risque, je vais vous le prouver dans quelques instants. Et deuxième instabilité, ça va être l'instabilité forcément au niveau des USA et l'instabilité électorale, le fait que les élections se passent bien et que le président ou la présidente élue soit mis au pouvoir le plus vite possible et qu'il n'y ait pas d'encombre dessus. Ça c'est super important. Et troisième point, forcément ça va être la géopolitique internationale, avec l'embrasement au Moyen-Orient, et il n'y a pas que ça, il y a toujours l'Ukraine qui reste en fond, même si on sait que on va avoir certainement en 2025 une résolution au niveau de l'Ukraine, c'est sûr et certain, peu importe la personne élue de ce côté-là. Niveau S&P 500, forcément, on a clôturé la partie mensuelle, et c'est pour ça que c'est important de faire un point maintenant, parce que c'est la première bougie rouge que l'on a depuis longtemps. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est mauvais signe? J'ai envie de dire, regardez, là on a une bougie rouge aussi. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, bougie rouge, et on repart sur 5. Ça veut pas dire qu'on va repartir sur 5, mais ça veut dire que là-dessus, il faut prendre un petit peu plus de recul, parce que la typologie de la bougie japonaise que l'on voit là, elle est quand même un petit peu différente, hein. On voit bien que, d'ailleurs, je vais rien dire, je vais vous laisser en commentaire me dire à quoi ça ressemble cette bougie-là, voir si vous avez bien révisé, et j'ai envie de vous dire que ça peut être un signal, en effet, de l'incertitude autour, cette fois-ci, je vous ai partagé dans la vidéo d'hier un article sur Microsoft, parce qu'on a une incertitude sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ressemble à une bulle autour de l'intelligence artificielle? Vous avez déjà donné des éléments la dernière fois? Pour moi, non, on est quand même très loin, mais ça empêche qu'on se pose des questions, parce qu'on a eu une hyper effervescence, un lancement du ChatGPT 3, on voit que c'était ici, novembre 2022, hyper accélération, c'est ce qui a permis de pousser énormément d'investissements, on a eu énormément de levées de fonds au niveau de OpenAI, on rappelle qu'OpenAI c'est la société qui s'occupe de ChatGPT, et entre-temps on a eu plein de valorisations qui sont faites, et plein d'engouements, mais on voit pas forcément d'hyper-évolution pour ceux qui ne regardent pas correctement. Je vous invite à regarder l'évolution par exemple de Sora, S-O-R-A. Vous allez voir que ça bouge beaucoup, beaucoup grâce à l'injection monétaire, et je pense qu'on verra vraiment les évolutions dans l'année à venir, 2025, 2026, et je pense que ce seront des années qui seront vraiment autour de la robotique et de l'intelligence artificielle, et ça va bouger très, très vite. Niveau Nasdaq,
quand même pareil, un même principe. On a une bougie qui est rouge, mais on voit qu'on est bien dans cette forme d'instabilité. Ici, de consolidation, plutôt, à la place d'instabilité, on va dire plutôt consolidation, parce que c'est vraiment ça, c'est l'instabilité du marché par rapport à la valorisation de l'intelligence artificielle, et là, pour moi, c'est plus une forme de plateau, on a du mal à passer, mais c'est logique, parce qu'il y a d'autres événements qui sont en cours. C'est que, on a eu une grosse instabilité au niveau de Microsoft, on a une instabilité au niveau de Tesla, une instabilité au niveau de Nvidia, même si on a des grosses performances, mais je rappellerai que Nvidia est en hausse pour remplacer Intel dans le Dow Jones. Très très important, ça veut dire qu'il prend une place énorme au niveau des valeurs industrielles sur le Dow Jones, et ça veut dire aussi un accès aux nouvelles liquidités, donc ça veut dire que si Nvidia a accès à des nouvelles liquidités, ça veut dire aussi que le Nasdaq va performer, le S&P 500 va performer grâce à ça, parce que ces liquidités vont être déversées dans Nvidia. Il faut comprendre que le fait qu'il arrive dans le Dow Jones, c'est tout simplement un indice qui est acheté d'ordre général et qui représente une multitude de sociétés, et ça veut dire que cet achat qui était effectué par les institutions, par le retail, par tout le monde, est déversé dans chacune des sociétés qui font partie du Dow Jones. Et ça veut dire qu'on va avoir un afflux de liquidité dans Nvidia qui va certainement rebooster une partie du Nasdaq et qui pourrait redynamiser ça. Bref, tout ça pour dire que l'économie américaine est plutôt dans une forme de stabilisation, les gens ont peur, ce qui est plutôt classique, mais quand on regarde aussi ce qui se passe au niveau du pétrole, on voit qu'on a une stabilisation du pétrole, dans des prix qui sont relativement bas, en dessus de 70$, qui est plutôt classique pour une élection américaine. On ne veut pas que les Américains, avant d'aller justement voter, voient le prix au gallon éclater, c'est normal. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir à chaque élection, mais ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on a une explosion. On a eu un mois qui a été énorme au niveau de l'indice dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un repricing de dollar qui est en train de se faire. Alors oui, et non. Et gardez-le en tête parce que ça va prendre sens dans quelques instants, parce qu'on va parler vraiment de la notion de liquidité, parce que le dollar, c'est quoi? C'est la liquidité monétaire internationale. Oui, même si on parle de dédollarisation des BRICS, ça n'empêche que ça se fait doucement et qu'on a toujours le dollar qui est utilisé grandement partout dans le monde. Et quand on voit une augmentation du dollar, ça sous-entend qu'on a un besoin du dollar. Historiquement, quand on voit une hyper-accélération du dollar, c'est peut-être parce qu'on a un intérêt à détenir du dollar, et là on voit que c'est un petit peu le cas. Alors oui et non, comme je l'ai dit, c'est surtout aussi une grosse baisse que l'on retrouve au niveau de euro-USD, donc c'est-à-dire la paire de l'euro et du dollar, qui pèse quand même très lourd dans le DXY. Le DXY, c'est-à-dire que c'est la représentation du poids du dollar sur un ensemble de devises, dont l'euro représente 40%. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a ici une augmentation de la demande en dollars, qui veut peut-être dire un problème de liquidité. Et ça c'est important parce que ça sous-entend que l'économie mondiale, parce que quand on regarde le dollar, c'est pas que l'économie américaine, c'est l'économie mondiale, a besoin de dollars, et les USA impriment de la dette américaine à tout va, mais on a une augmentation du dollar. Ça fait pression sur Bitcoin, c'est sûr, sur les actifs à risque, c'est sûr aussi, mais à côté, ça sous-entend aussi qu'on regagne un intérêt pour le dollar, et donc pour l'économie américaine, pour la dette américaine, et ça éloigne, d'un point de vue investisseur US, la probabilité d'une récession. Et c'est globalement ce qui est en train d'être pricé actuellement. Est-ce qu'on va avoir une récession? Est-ce que l'économie américaine est si mauvaise que ça? J'ai envie de vous dire, au vu des chiffres, on voit qu'il y a des tensions. Je vous ai déjà fait part de ma vision long terme. Je pense qu'il y aura une récession aux USA, je pense qu'elle sera intense et très courte, mais ce ne sera pas en 2024, ce ne sera pas en 2025, ou fin 2025, début 2026, donc on aura le temps, mais c'est un petit peu ce qui est en train d'être pricé, c'est le quand de cette récession, et s'il y a oui ou non une récession. Dans tous les cas, on prend un maximum de recul par rapport à ça, et l'élément le plus important de ce que j'essaie de vous faire passer comme information, c'est ici. Ici, c'est l'Overnight Reverse Repurchase Agreement. Alors, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour faire simple et le plus simple possible, c'est un deal qu'il y a entre les banques et la banque centrale, donc la Fed américaine, dans lequel la Fed achète les titres des banques qu'elle ne souhaite pas utiliser, à savoir que c'est un deal, c'est-à-dire que je te passe des bons au trésor américain que personne ne veut parce qu'ils datent de 2020, bon, ok, je te les achète, mais par contre, tu dois me les racheter dans X temps, et donc, derrière, tu me paieras un taux d'intérêt dessus.
Ok, pas de souci. L'intérêt que ça a, c'est que ça ne plombe pas le marché. C'est-à-dire que la Fed temporise de la liquidité sur le marché. Et c'est ce qui fait que les bons au trésor US ne sont pas totalement effondrés et que suite à la SVB, la Silicon Valley Bank, le crash justement bancaire que tout le monde attendait ou prévoyait ne s'est pas fait, c'est parce que la Fed a joué tampon et a absorbé énormément d'actifs des banques. Et on voit que ça chute. Ça chute drastiquement et ça chute vraiment sur septembre, octobre. On voit vraiment qu'on a une baisse et là, novembre, on est en train de vraiment valider cette baisse et on arrive à des niveaux qui sont de mars 2021. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très très important. Ça veut dire ici qu'on a un retour de la liquidité sur le marché. Et cet retour de la liquidité est aussi lié au dollar, donc on a un intérêt du dollar, un retour de la liquidité qui est en train de se faire sur le marché US, et donc ça, c'est très positif pour les actifs à risque. Ça veut dire qu'il y a une volonté du marché à aller chercher des securities, donc c'est-à-dire des actions, c'est très positif pour le marché actions, mais aussi pour BTC. Et ça, c'est important à retenir, car ça représente une forme de stabilité au niveau du système bancaire US, et ici, ça sous-entend aussi que le déversement de liquidité que l'on va avoir dans les securities pourrait très bien servir justement l'accélération haussière de BTC. Et là, on va faire la passation de tout ce que je vous ai dit avant pour comprendre la situation, résumer et pourquoi ça impacte BTC. Pour faire très simple, on va arriver dans une période de volatilité début novembre qui va être compliquée à gérer parce qu'on a une instabilité très forte géopolitique, que ce soit aux USA, que ce soit mondial, et on a une grosse question, est-ce qu'on va arriver dans une récession ou non? Clairement, je pense qu'on va avoir des chiffres qui vont être positifs qui vont arriver, on a un relâchement au niveau de la liquidité générale qui est en train de se faire, on a une augmentation de la demande du dollar, donc ça veut dire qu'on est capable de pouvoir imprimer de l'argent sans avoir trop de problèmes. Si on imprime de l'argent, ça veut dire qu'on a un retour de la liquidité, et c'est pour ça que l'on voit ici l'Overnight Reverse Repurchase Agreement diminue, parce qu'on a un retour de la liquidité. Si on a un retour de la liquidité, qu'on a des élections, qu'on a une baisse de l'instabilité, ça veut dire qu'on va reprendre des risques. Si on reprend des risques, ça veut dire qu'on va sur du marché action, oui, mais on va aussi sur du Bitcoin, notamment. Et c'est ce que l'on voit au niveau des ETF. Je rappelle qu'on a eu une session d'achat qui a été massif au niveau des ETF. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à 309 000 BTC qui avaient été achetés au niveau du 10 octobre. Le 31 octobre, on est à 392 000, d'accord? 90 000, enfin 80 000 BTC qui ont été achetés en un mois. C'est énorme, et donc ça sous-entend ici qu'on a bien un retour de la liquidité, un pricing de la liquidité, que ce pricing est en train de se faire sur BTC par des institutionnels qui sont suffisamment importants pour aller investir sur les ETF, BlackRock, Fidelity, que l'on peut retrouver, c'est deux plus gros, hein, c'est eux qui cannibalisent une grosse partie de la liquidité, et donc ça, c'est positif. Alors oui, je sais, ça ne se voit pas tout de suite, on n'a pas d'explosion du cours, mais j'ai envie de vous dire, techniquement, c'est normal. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé historiquement, et c'est pour ça que j'ai pris un graphique où j'ai dézoomé un maximum pour regarder ne serait-ce que le cycle précédent, on voit que systématiquement, on a des périodes de consolidation. On a fait 2 bougies mensuelles à la suite. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et les dernières fois où on avait eu ça dans le cycle précédent, simple, on les retrouve ici, on les retrouve ici. Qu'est-ce qui se passe après? On a peut-être une bougie de consolidation. Est-ce que cette bougie va durer un mois chez nous? On ne sait pas, parce que nous, on a les élections américaines. Les élections américaines, en 2020, se trouvaient ici, d'accord, se trouvaient sur cette bougie-là. Et on voit que c'est le moment où on a eu une explosion. Donc pour moi, la représentation de ces deux bougies-là, c'est un retour de la liquidité, c'est un retour de l'intérêt. On a cassé une pattern qui était très importante. On voit que, alors je vais juste supprimer ça parce que ça n'a aucun sens de l'avoir ici, c'est qu'on a cassé la tendance que l'on avait moyen terme, tendance qui était baissière, avec ce break-off structure, et on a retesté la liquidité au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé beaucoup de liquidité dans cette zone-là. Ça veut dire que là, on a créé un equal high, le top, l'ATH, est devenu un equal high. Un equal high, c'est une zone d'hyperliquidité qui est très importante. Ça veut dire que là, on concentre énormément de volatilité à partir du moment où on tapera dessus. Et ça, c'est bullish, c'est vraiment bullish. Donc si on résume, encore une fois, petit à petit, les éléments pour que ce soit le plus simple possible, novembre, on va avoir
une réponse sur la stabilité géopolitique globale, on va avoir une réponse sur l'instabilité américaine, et on va avoir une économie certainement qui va se stabiliser au niveau des USA. On a un retour de la liquidité des USA qui va se driver vers les securities et les titres à risque, dont fait partie Bitcoin. Bitcoin a créé une pattern de retournement, Bitcoin a attiré des institutionnels à travers les ETF, on voit une demande qui est très forte, et actuellement on a mis techniquement en place un equal high, qui est une zone d'attrait très fort pour la liquidité, qui est propice pour avoir une hyper-accélération. Donc c'est pour ça que je vous dis que, pour moi, on est dans une période qui est très très bullish. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de volatilité, comprenez bien que, j'arrête pas de vous le répéter dans les quotidiennes, c'est qu'on va avoir un retracement, je vous l'ai dit ici, on va avoir un retracement, on est en train de retester ce top-là, on est en train de retester le top précédent, d'accord, l'ATH précédent, on voit bien que là, c'est cette zone-là qu'on est en train de retester, ce qui est en même temps normal, mais est-ce qu'on peut aller plus bas? J'ai envie de vous dire oui, et on peut même faire ça, et ensuite aller plus bas, restructurer, et aller là. On peut même aller plus bas ici, dans les 63 000. Mais ça, comment ça peut être amené? J'ai envie de vous dire, ça va arriver avec les réponses d'instabilité. Je vous dis qu'il allait y avoir de la volatilité. Il suffit tout simplement qu'on ait une hyper-volatilité liée soit à une attaque de l'Iran, soit par exemple à une mauvaise nouvelle, ou à une nouvelle au niveau des élections, ou alors les élections qui se passent mal, ça veut dire qu'on est au coude à coude, et donc derrière on va avoir que ce soit Kamala Harris, donc les démocrates ou les républicains, qui vont se battre pour savoir qui a réellement gagné, avec une augmentation d'instabilité. Augmentation d'instabilité, ça veut dire réaction boursière très forte à la baisse, et donc ça veut dire derrière potentiellement du poids qui aura lieu sur BTC, et donc des opportunités d'achat. Et il va falloir acheter la peur. Ça c'est très important, on a cassé ici la structure, ça veut dire qu'on a changé notre biais. C'est-à-dire que notre biais n'est plus une continuité de tendance temporaire dans ce bull flag, on a cassé notre biais parce qu'on est allé chercher l'équité, parce qu'on a inversé la structure, et donc ça sous-entend que même si on fait un lot, ça veut dire qu'on maintiendra ce niveau-là, et potentiellement je pense qu'on maintiendra ce niveau-là aussi, et donc ici, il faudra acheter cette peur-là. Il faudra acheter cette peur-là, et en tout cas, personnellement, c'est ce que je ferai. Et c'est ce qui va être le plus compliqué, parce que je vois déjà beaucoup de personnes qui sont épuisées par ces périodes. J'ai envie de vous dire, en fait, c'est normal, c'est le principe. Ici, c'est de l'essorage. C'est le même principe que, arrivé, on va redescendre, que ce que l'on a vécu ici, pour ceux qui étaient présents. Ça, c'était de l'essorage. Et même si on rebaisse, on continue à revenir dans le passé, c'était peut-être un peu moins fort, mais enfin, regardez-moi, c'est cette période d'essorage qu'on a eu là. Ici aussi. C'était long, c'était long, c'était long. 484 jours, 484 jours, avec toute une période d'hyper-baisse, une forme de consolidation, d'accélération, et là, il se passait rien. Regardez-moi cette volatilité écrasante. Ce sont des périodes d'essorage émotionnel, ce qui est normal, c'est ce qu'on appelle des consolidations de cours, dans lequel on a une disparition de l'intérêt, une contraction de la volatilité, ou une contraction de l'intérêt en général, et petit à petit, les personnes qui sont présentes abandonnent, tout simplement. Parce que derrière, ils ont peut-être pas de conviction, parce que peut-être derrière, ils n'ont pas de stratégie, ils ne savent pas où aller, comment faire, remettre en cause les achats qu'ils ont effectués, les choix qu'ils ont effectués, et ça, c'est compliqué. C'est compliqué émotionnellement, c'est pour ça qu'il faut être préparé. Il faut comprendre que l'investissement en crypto, c'est vraiment un des investissements dans lequel on a un step-up très important en termes d'évolution financière, mais à côté, c'est aussi un des investissements, voire même l'investissement le plus compliqué à gérer à travers sa volatilité, la complexité et l'interconnexion qu'on a, que ce soit dans la réglementation, que ce soit dans la politique générale, que ce soit dans l'économie globale. Comprenez, ici, et c'est l'idée que j'essaie de vous faire passer, c'est que c'est excessivement positif, mais c'est compliqué. Et à côté, on a par exemple MicroStrategy avec Michael Saylor qui nous annonce qu'il va lever 41 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Ça, c'est encore une fois très très positif. Alors là-dessus, il va y avoir forcément beaucoup de personnes qui vont me dire « je ne comprends pas pourquoi ». Je pense que je vous ferai une vidéo sur la stratégie de Michael Saylor et comment on peut en tirer parti. Mais comprenez que globalement, Michael Saylor met en levier sa société pour acheter du Bitcoin, et parce qu'il achète du Bitcoin, sa société se valorise, et derrière, il va refaire du levier sur les actions qui sont valorisées. Bon, ça fait du levier dans du levier dans du levier. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de la finance centralisée, ça s'appelle ici une boucle.
c'est le même principe, hein. C'est quelque chose d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on a vécu, peut-être vous en souvenez, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais peut-être vous en souvenez pas, mais dans cette phase d'hyper-accélération qu'on a connue ici, il y avait une boucle qui se mettait aussi en place. Ici, alors c'était un peu différent, c'était avec du GBTC, donc c'est-à-dire du Grayscale Capital Bitcoin, qui était le BTC de Grayscale, donc c'était un trust, c'était pas un ETF, maintenant il s'est transformé en ETF, mais c'était un trust, donc ça veut dire que on achetait du BTC, on le donnait à Grayscale, et à côté on avait l'équivalent d'une part de société qui détenait du Bitcoin, d'accord? Et il y a des petits malins qui faisaient quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'ils achetaient du BTC, ok? Ce BTC qu'ils avaient acheté ici, à ce prix-là, par exemple, on va dire 20 000 $ pour que ce soit plus simple, le transformer en GBTC, ils ne pouvaient pas vendre leur part de GBTC pendant 6 mois, mais passé 6 mois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient du GBTC. Et ce qui était intéressant, c'est que le seul moyen pour certains institutionnels de pouvoir s'exposer à Bitcoin, c'était pas d'acheter du Bitcoin, c'était d'acheter du GBTC. Et donc il y avait un premium, donc c'est-à-dire une valorisation supplémentaire du prix, qui était de 30%. Donc ça veut dire que ici, les petits malins achetaient à 20 000, revendaient X mois après potentiellement à 42 000, plus 30% de 42 000. D'accord? Ils empochaient la différence. Alors c'était super, mais il n'y a pas que ça, et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils utilisaient leur part de GBTC qu'ils ne pouvaient pas vendre, parce qu'il y avait 6 mois d'attente, leur part de GBTC, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le collatéralisaient. D'accord? Ça valait ici donc 24 000, et donc ils empruntaient 24 000 pour racheter du BTC, pour remettre dans de GBTC, et ainsi de suite. D'accord? Il y avait un cycle comme ça qui se mettait en place. Donc ça veut dire qu'on avait un moyen d'acheter quasiment gratuitement du Bitcoin et empocher à la fin 30% au bout de 6 mois de valorisation, plus la valorisation du BTC qui a eu lieu. Donc c'était quelque chose qui a duré pendant quasiment 1 an, et on a des acteurs qu'on a retrouvés, pour ceux qui s'en souviennent, on avait 3IC, on avait FTX, on avait Alameda, on avait Genesis, on avait Grayscale Capital, forcément. Bon, tout ça c'est des acteurs qui ont sombré, ou en tout cas qui ont été vraiment au cœur du déclin qu'on a connu en 2022, mais ça n'empêche qu'on avait une demande qui était très forte au niveau de Bitcoin, grâce à eux aussi, et c'est quelque chose que, ici, MicroStrategy est en train de mettre en place, à travers sa stratégie en elle-même. J'achète du Bitcoin, mes actions montent, ok, qu'est-ce que je fais? Je mets mes actions derrière en collatéral, j'emprunte, donc je lève de la dette à 2, 3, 4, 5%, ok, je rachète du Bitcoin, bah forcément, mes actions montent, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je réemprunte, encore une fois sur mes actions, pour racheter du Bitcoin. Et là, on parle de 41 milliards de dollars empruntés pour acheter. D'accord, c'est son projet, il ne l'a pas encore fait. Mais vu qu'il a été capable de le faire à de nombreuses fois, pourquoi il ne serait pas capable de le faire là? Et donc à ce moment-là, ça veut dire que la demande de MicroStrategy plus la demande des institutionnels va faire que Bitcoin, on va y arriver, va faire que Bitcoin va éclater à la hausse. Et quand on a la représentation de tout ce que je vous ai expliqué avant, la fin de l'incertitude, le début d'un retour des liquidités générales, c'est positif. Tout ça, c'est excessivement positif. Et donc, j'arrive à la conclusion suivante, c'est que ça va être une des dernières opportunités d'acheter la peur. Parce qu'on aura, encore une fois, je pense, une dernière peur. Et il ne faudra pas céder. Derrière, vous le voyez déjà revenir, suite à la chute qu'on a vécue là, nous dire que c'est un double top, ici, et que on va chuter là. J'ai envie de vous dire, un double top, ça ne ressemble pas à ça. Si vous voulez voir un double top, je vous invite à revenir en arrière et voir réellement les prises de liquidité d'un double top ou les échecs d'un double top. Ce n'est pas le cas. Et un double top, ça ne ressemble pas à une injection ici de liquidité des gros institutionnels, parce que là on parle de personnes, de fonds d'investissement qui sont en train d'acheter du Bitcoin. On ne parle pas de petits retail. On ne parle pas de votre voisin qui vous dit que Bitcoin c'est le bon investissement. Non, on parle vraiment de fonds d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, à l'inverse, contrairement à ici, là, dans ces périodes-là, on avait quasiment plus d'achats institutionnels, alors qu'à contrario, on avait une augmentation de la représentation, on avait une augmentation des retail et de la recherche de Bitcoin, et des discussions, on est même passé à la télé autour de ça sur plein de pays, ce n'est pas pour rien. Et là, c'est l'inverse. Personne ne parle de Bitcoin, Bitcoin est absent, et pourtant on a valorisé, pourtant ici on achète massivement,
Je viens de vous dire que tout ça, ça sent bon. Encore faut-il être capable de tenir, encore faut-il être capable de pouvoir tenir la dernière baisse, de pouvoir tenir la volatilité, pouvoir tenir l'incertitude. Parce que globalement, comprenez bien que les cryptos, et ça va être mon mot de la fin, si vous achetez des cryptos, c'est que vous achetez de l'incertitude et la non-adhésion encore des crypto-monnaies et de la blockchain dans le monde global. Et la représentation que j'en ai, c'est que s'il n'y avait pas de mass adhesion, s'il n'y avait pas d'adhésion massive, à ce moment-là, on n'aurait pas d'institutionnels qui achèteraient de l'ETF. On n'aurait pas d'institutionnels qui achèteraient du micro-stratégie. On n'aurait pas BlackRock qui construirait sur Ethereum de la tokenisation du bon au trésor américain à travers le BUIDL. En fait, tous ces signes, qui sont des soft signes, sont généralement effacés par la peur émotionnelle, et on rappelle que l'investissement, ça se joue pas du jour au lendemain, il faut du temps, et le temps, ça s'appelle de la patience, et c'est à vous de gérer vos propres émotions de façon à pouvoir gérer ce qui pourrait se passer par la suite, racheter ses peurs, et surtout être capable de ne pas surréagir au marché, parce que globalement, c'est un peu ce principe-là. La surréaction, c'est là où vous faites des erreurs parce que vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas de stratégie, ou vous n'avez pas confiance en la stratégie que vous avez, ou au portefeuille que vous avez, donc vous réagissez sur la volatilité et l'émotion. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui me suivent depuis très longtemps, et je sais que vous êtes préparés, et c'est pas forcément le cas de tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne sur ce top-là, et déjà c'est très bien d'être toujours présent, et d'avoir appris de vos erreurs, et de pouvoir consolider, et de pouvoir préparer justement la suite du cycle.